Mes beaux-parents ont exigé un test ADN pour prouver que ma fille de 8 ans faisait vraiment partie de la famille, ils l'ont dit devant elle, nous devons être sûrs qu'elle est bien des nôtres, a ajouté ma belle-mère, je n'ai pas crié, j'ai juste dit c'est noté. 3 jours plus tard leur avocat les a appelés et ils sont devenus livides. Je pensais que les catastrophes de Noël n'arrivaient que dans les téléfilms, puis je me suis mariée dans cette famille. Nous sommes entrés dans la salle à manger de mes beaux-parents, moi, mon mari Sébastien et notre fille Léa, et la première chose que j'ai remarquée c'était l'odeur, pas de cannelle ni de sapin, juste une tension assez épaisse pour être coupée au couteau et servie avec la sauce. Ma belle-mère, Chantal, était déjà assise en bout de table, souriant de cette façon crispée, un peu figée par le botox, qu'elle adopte quand elle est sur le point de gâcher les vacances de quelqu'un. Mon beau-père, Gérard, planait à côté d'elle, découpant la dinde comme si la volaille l'avait personnellement trahi. Et il y avait mamie Solange, la grand-mère de mon mari, souriant à Léa avec une vraie chaleur, la seule personne dans cette maison qui ne traitait pas mon enfant comme une correspondante étrangère imposée qu'il n'avait pas demandé. Mon mari, Sébastien, avait à peine enlevé son manteau qu'il a été convoqué à la cuisine, « Peux-tu aider avec les toasts ?» Traduction. Camille ne mérite pas de soutien dans les moments critiques, donc c'était juste moi, Léa et le peloton d'exécution. Je me suis assise en essayant de prétendre que ma colonne vertébrale n'était pas assez rigide pour casser, Léa s'est glissée sur la chaise à côté de moi, les jambes se balançant, les yeux brillants, elle avait 8 ans et espérait encore que la magie de Noël pourrait surpasser les dysfonctionnements familiaux, j'admirais son optimisme. Oh, Camille, a chantonné Chantal, tu as apporté le dessert ? J'avais peur que tu oublies, traduction, tu es incompétente, mais je vais le cacher derrière de l'inquiétude parce que c'est Noël, première attaque. Gérard a marmonné, elle fait de son mieux dans sa barbe, je n'étais même pas sûre qu'il voulait que je l'entende, deuxième attaque. De l'autre côté de la table, la fille de ma belle-sœur, Chloé, qui a le même âge que Léa, tournoyait dans sa robe à paillettes comme si elle jouait dans une publicité pour la princesse de Noël de l'année. Léa la regardait calmement, les mains jointes, elle n'a jamais eu besoin de projecteur, juste de gentillesse. Puis, pile à l'heure, l'univers a prouvé qu'il avait un sens de l'humour noir, mon mari est sorti de l'encadrement de la cuisine, momentanément hors de vue, l'ouverture parfaite pour la cruauté. Gérard s'est raclé la gorge, s'est redressé sur sa chaise et a dit « Nous avons besoin d'un test ADN, juste comme ça, comme s'il annonçait que les pommes de terre étaient trop cuites. » Léa s'est figée, toute la pièce s'est figée. Nous voulons juste être sûrs qu'elle est vraiment de la famille, a-t-il ajouté, les yeux rivés sur mon enfant. Chantal s'est penchée en avant, souriant doucement, un sourire de vipère portant des perles, nous devons être sûrs qu'elle est bien à nous. Le souffle de Léa s'est coupé, ses épaules se sont rentrées, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a juste rétréci, et c'était en quelque sorte pire. À l'intérieur, je brûlais assez fort pour faire fondre les bougies de l'avant, à l'extérieur j'étais de glace. J'ai regardé ma fille, mon bébé, essayant de se faire assez petite pour disparaître, et quelque chose en moi s'est enclenché, pas de la rage, pas du choc, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, de définitif. Alors je les ai regardés et j'ai dit, c'est noté. Le silence a explosé à travers la table, c'était le moment où quelque chose a basculé en moi, en eux, dans toute la pièce. Chantal a cligné des yeux, agacée que je ne lui ai pas donné la crise de nerfs qu'elle attendait avec impatience. À ce moment précis, mon mari est revenu dans la pièce, qu'est-ce que j'ai raté ? Gérard a sauté sur l'occasion instantanément, ta femme est dramatique. Chantal a ajouté, nous voulons juste confirmer qu'elle est bien à toi. Léa a tressailli. Le visage de mon mari s'est figé, un calme effrayant, qu'est-ce que tu viens de dire ? Sa voix était assez basse pour faire trembler les murs. Ma belle-sœur, Sandrine, a haussé les épaules de l'autre côté de la table, ne fais pas comme si tu ne t'étais jamais posé la question. Il les a regardés comme s'ils voyaient des étrangers dangereux et délirants. On part, a-t-il dit, maintenant. Chantal a fait claquer sa langue, oh, ne sois pas ridicule. Tu ne parles pas de ma fille comme ça, a-t-il claqué. Je me fiche de savoir à qui est cette maison. Gérard a levé le menton, nous sommes juste honnêtes, tu ne sais même pas si elle est vraiment tienne, nous méritons de la clarté, ta femme nous a donné des raisons de douter par le passé. La pièce est devenue mortellement silencieuse, c'était la ligne rouge, la vraie campagne de dénigrement, des mois, des années de petites piques enveloppées dans un coup de poignard final.
Je me suis levée. Léa, prends ton manteau. Elle l'a fait silencieusement, ma petite fille courageuse retenant des larmes qu'elle ne comprenait pas encore. Alors que nous sortions, Mamie Solange, douce et vive du haut de ses 90 ans, a pressé sa main sur sa bouche. Elle avait l'air honteuse de partager le même sang que les gens à cette table. Dehors, la nuit était froide, mais l'air semblait plus pur qu'à l'intérieur de leur maison. Mon mari a attaché Léa dans la voiture, elle était assise là, fixant ses moufles, petite, silencieuse et blessée. Maman, a-t-elle chuchoté, j'ai fait quelque chose de mal? Je jure que mon cœur s'est brisé en deux, non, ai-je dit, absolument rien. Elle a hoché la tête lentement, mais elle ne me croyait pas encore, pas après avoir entendu ses propres grands-parents se demander si elle était à sa place. Je suis montée à l'avant, mon mari m'a pris la main assez fort pour me faire mal, derrière nous les lumières de Noël brillaient à leurs fenêtres comme un mensonge. Je pensais que partir serait la fin de l'histoire, que nous fermerions la porte, partirions et échapperions à tout ça, mais j'avais tort, ils n'avaient pas fini, loin de là, et je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient déjà mis en mouvement ni jusqu'où ils étaient prêts à aller. Si le coup d'éclat de mes beaux-parents à Noël était un ouragan, alors les années qui l'ont précédé étaient le vent lent et menaçant que tout le monde prétend ne pas être un avertissement. Les gens supposent toujours que le pire moment d'une histoire est le début, ce n'est pas le cas, le début est la partie que vous prenez pour la normalité. J'ai rencontré mon mari Sébastien quand j'avais 21 ans, l'âge où l'on croit encore que 2 tasses de café comptent comme de l'hydratation et qu'un projet de groupe ne peut pas vraiment gâcher votre vie. Nous étions dans la même promo, tous les deux surmenés, en manque de sommeil et essayant de notre mieux de ressembler à des adultes. Il avait ce charme sérieux, un peu intello, qui vous faisait penser qu'il lisait vraiment tous les chapitres assignés. J'avais l'instinct de survie de quelqu'un qui a grandi en naviguant entre des gens compliqués. D'une manière ou d'une autre, ça a collé. Il m'a dit très tôt, vers le 3e rendez-vous, que sa famille était un peu intense, c'est comme ça qu'il les appelait, un peu intense. Je n'ai compris ce que cela signifiait vraiment que bien plus tard, spoiler, c'était l'euphémisme du siècle. J'étudiais dans une ville loin de ma propre famille, je pensais que lorsque nous nous marierions, j'aurais la version téléfilm des beaux-parents, maladroits au début puis chaleureux et solidaires, faisant peut-être des gâteaux en forme de nos initiales. Au lieu de cela, j'ai eu Chantal et Gérard. La première fois que je les ai rencontrés, Chantal m'a dit que j'avais l'air différente de ce à quoi elle s'attendait, et Gérard m'a serré la main avec le même enthousiasme qu'on offrirait à un contractuel vous tendant une amende. Sandrine, ma belle-sœur, m'a regardé de haut en bas comme si elle évaluait une candidate dans une émission de cuisine qu'elle n'aimait pas. Mais Sébastien était doux, solidaire et amoureux de moi, alors j'ai tenu bon. Quand Léa est née, j'avais de l'espoir, les beaux-parents s'adoucissent quand il y a un bébé impliqué, c'est ce que disent les films, il s'avère que les films mentent. Nous habitions à 20 minutes de chez eux, assez près pour que Sébastien se sente obligé de les voir chaque semaine, mais assez loin pour que je puisse passer le trajet en voiture à pratiquer la respiration profonde comme quelqu'un se préparant pour une déposition au tribunal. Sébastien croyait au devoir familial, ce n'était pas de l'amour, c'était de la culpabilité en forme de loyauté. Il avait grandi avec des parents qui mesuraient l'affection en correction et l'attention en critique. Il ne les aimait pas, mais il se sentait responsable d'eux, c'était une danse étrange et douloureuse. J'ai essayé de rendre les choses plus faciles, je suis devenue la belle-fille parfaite, polie, serviable, le sourire aux lèvres même quand ça faisait mal. J'apportais des plats aux fêtes, je nettoyais leur cuisine sans qu'on me le demande, je restais assise à écouter des histoires sur la façon dont Sandrine était l'enfant parfaite qui n'élevait jamais la voix, ne faisait jamais d'erreur et ne les décevait jamais. Quand leur mère âgée, Mamie Solange, a eu besoin d'aide, j'étais là. Chantal lui rendait à peine visite, Gérard ne levait pas le petit doigt, Sandrine n'avait pas le temps, quoi que cela signifie. Alors je me suis présentée, j'ai emmené Léa, j'ai nettoyé la cuisine de Solange, j'ai changé les ampoules qu'elle ne pouvait pas atteindre, j'ai écouté ses histoires sur son jardin et ses livres préférés. Elle traitait Léa comme un trésor, pas comme un fardeau, Léa l'adorait, et pendant un moment, c'était suffisant pour équilibrer tout le reste. Puis les projecteurs se sont tournés vers Chloé, la fille de Sandrine, du même âge que Léa. Dans un univers sain, 2 petites cousines seraient traitées de manière égale, dans le nôtre, Chloé était traitée comme une célébrité mineure et Léa comme l'enfant d'une amie qu'on avait traînée là. Les échanges de cadeaux, Chloé recevait des poupées avec des cheveux plus longs que le corps entier de Léa,
plus des tenues à paillettes et des accessoires, Léa recevait des chaussettes. Une fois, elle a eu un livre de coloriage parce qu'elle n'a pas besoin de choses sophistiquées. Quand Léa demandait pourquoi les cadeaux étaient si différents, je lui disais que certains adultes oublient comment être juste, je ne lui disais pas que je voulais plier ses chaussettes en forme de lance-pierre et les tirer directement sur le front de Chantal. Chantal et Gérard ne manquaient jamais une occasion de comparer les filles non plus, Chloé était en avance, Chloé était raffinée, Chloé faisait clairement partie de la famille, Léa était calme ou un peu sensible. Je me disais que c'était irritant mais pas nuisible, je me disais que je pouvais montrer l'exemple, je me disais que Léa ne le voyait pas, mais elle le voyait. Puis vint le changement, les commentaires, les chuchotements qui n'en étaient pas. Elle ne ressemble pas beaucoup à Sébastien, a dit Chantal une fois, trop nonchalamment. Gérard a ajouté, les enfants prennent des traits d'un peu partout. De partout, n'est-ce pas? Sandrine a ri comme si elle partageait une blague privée avec le diable. Sébastien en a entendu une partie, assez pour lui faire serrer la mâchoire et marmonner dans sa barbe alors que nous rentrions à la maison. Il détestait ça, il les détestait, mais la culpabilité, toute cette culpabilité, s'était enroulée autour de lui comme du lierre. Il disait des choses comme « ils ne le pensent pas, ils sont vieux jeux, ils ne savent pas comment parler des choses ». Mais ensuite, les commentaires sont devenus plus audacieux. « Es-tu sûr qu'elle est à toi, Sébastien ? On ne sait jamais de nos jours. On se sentirait mieux si on avait une preuve. » Une preuve, comme si Léa était une scène de crime. Au début, j'ai balayé ça du revers de la main parce que la famille dit des choses stupides, n'est-ce pas? Puis j'ai vu le visage de Léa un jour quand elle a entendu Gérard dire peut-être qu'elle a un autre père. Elle n'a pas pleuré, elle s'est juste repliée sur elle-même, silencieuse, confuse, meurtrie. J'ai senti quelque chose de froid se mettre en place à l'intérieur de moi. Et puis c'est arrivé, le moment où les allusions ont cessé d'être des allusions. Nous voulons un test ADN, a dit Gérard en me regardant droit dans les yeux. Je me souviens avoir pensé, c'est la limite, c'est là qu'on arrête de faire semblant. Je ne savais pas que ça allait empirer, je ne savais pas que c'était lié à quelque chose de bien plus grand, quelque chose avec des zéros à la fin, quelque chose caché dans des documents juridiques, quelque chose qui expliquait pourquoi ils étaient soudainement passés de mesquins à vicieux. Je pensais que la question de l'ADN était le point culminant, ce n'était pas le cas, c'était juste le début. Si vous avez déjà claqué une porte derrière vous si fort que vous avez l'impression que cela a scellé un chapitre de votre vie, c'était nous après ce Noël chez mes beaux-parents. Sauf que le chapitre n'était pas scellé, il s'ouvrait sur un tout nouveau désastre. Nous sommes rentrés à la maison et le silence nous a frappés en premier, pas le genre paisible, le genre où votre adrénaline est encore dans vos dents et vos épaules sont coincées à mi-chemin entre trembler et vouloir frapper un mur. Léa est allée directement sur le canapé et s'est recroquevillée sous sa couverture, mon mari se tenait dans l'encadrement de la porte comme si quelqu'un l'avait débranché, je me suis appuyée contre la table et j'ai essayé de me rappeler comment respirer un air qui n'avait pas le goût de l'humiliation. Finalement, il a expiré, Camille, a-t-il dit, la voix basse et dangereuse, j'en ai fini. Avec eux, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Avec tout, a-t-il dit, l'argent, l'aide, les visites hebdomadaires, tout. Cela a sorti mon cerveau de son mode congélation. Pendant des années, Sébastien envoyait à ses parents environ 200 € par mois, rien de scandaleux, mais assez pour que ce soit clairement plus une question de culpabilité que d'assistance. Il avait toujours haussé les épaules et dit des choses comme « ça les aide à se sentir soutenus » ou « c'est juste ce qu'on fait ». Maintenant, il s'est dirigé vers le comptoir, s'est connecté à son application bancaire et a annulé le virement permanent comme s'il coupait une corde qui était autour de son cou depuis l'enfance. Voilà, a-t-il dit, c'est fini. Je n'ai pas applaudi, je ne l'ai pas grondé, je ne lui ai pas dit qu'il n'était pas obligé parce qu'honnêtement, il le fallait absolument. Au lieu de cela, j'ai juste dit « bien ». Nous nous sommes assis ensemble tranquillement, regardant la poitrine de Léa se soulever et s'abaisser alors qu'elle sombrait dans un sommeil épuisé. Elle avait l'air si petite, si fragile, si peu méritante de la cruauté qu'elle avait endurée cette nuit-là. Tu sais ce qui fait le plus mal, a chuchoté Sébastien. Qu'il l'ait dit devant elle, ai-je dit instantanément. Il a hoché la tête, la mâchoire serrée, et qu'il le pensait. J'ai cherché sa main, il m'a regardé avec le genre d'expression qui ne vient que lorsqu'un homme réalise que ses parents ne sont pas juste un peu intenses, ils sont toxiques. J'aurais aimé que ce soit la fin de la nuit,
mais les gens toxiques sont comme des ratons laveurs, à la seconde où vous pensez qu'ils ont abandonné, ils sont de retour sur votre porche à renverser vos poubelles. Vers 21h30, le téléphone de Sébastien a sonné, numéro inconnu. Il a répondu et s'est immédiatement redressé. Oui. Oui, c'est lui. Demain matin. Bien sûr, nous serons là. Il a raccroché, son visage était illisible. C'était qui, ai-je demandé. Un notaire, a-t-il dit, le notaire de ma grand-mère. Cela a fait repartir mon rythme cardiaque, a-t-il dit de quoi il s'agit? Non, seulement que c'est important et qu'elle veut que nous venions. Nous avons tous deux regardé Léa, toujours endormie, serrant toujours l'ours en peluche que mamie Solange lui avait offert, la seule personne vraiment sûre de ce côté de la famille. Mon estomac s'est noué, est-ce que Solange va bien? Je pense qu'elle va bien, a-t-il dit, juste en colère. En colère. La colère était nouvelle. Nous étions assis sur le canapé à chuchoter dans la pénombre, prétendant tous les deux ne pas imaginer le pire, mais la vérité planait entre nous. Chantal et Gérard avaient porté leur obsession de l'appartenance familiale à un nouveau niveau, il y avait une raison pour laquelle cette conversation sur l'ADN avait dégénéré si rapidement. Quelque chose l'avait déclenché, quelque chose de gros. Sébastien s'est frotté le visage, je sais pourquoi tout ça a commencé. Je me suis tournée vers lui, il a dégluti. Il y a quelques mois, ma grand-mère m'a dit qu'elle voulait laisser quelque chose à Léa, pas tout, juste un don, quelque chose de petit. Elle a dit que Léa la rend heureuse, qu'elle est gentille. Mon souffle s'est coupé, il a continué. Ma mère a entendu et elle a pété les plombs. Elle a dit à ma grand-mère que c'était irresponsable de laisser de l'argent à un enfant qui pourrait ne pas être du même sang. La pièce a commencé à tourner et pas de la façon amusante d'un parc d'attractions. Tu es en train de me dire, ai-je dit lentement, que toute cette obsession de l'ADN a commencé parce que ta mère ne voulait pas que Léa hérite de quelque chose? Il a hoché la tête. Elle m'a dit qu'avant que le moindre centime n'aille à cet enfant, nous avions besoin de preuves. Cet enfant? Cet enfant. Mes mains se sont serrées en poing, je n'ai même pas senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Alors maintenant ils essaient de la discréditer, ai-je chuchoté. Pour s'assurer qu'elle n'est rien, il a hoché la tête à nouveau, et pour s'assurer que Chloé est tout. Bien sûr. Bien sûr. Sandrine et sa fille étaient impliquées dans ce cirque. Je me suis levée en faisant les 100 pas, donc, demain on voit le notaire. Ouais, a-t-il dit, je pense qu'elle fait des changements. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais une sensation électrique froide m'a traversée. Solange était une douce vieille dame qui faisait des gâteaux et racontait des histoires sur sa jeunesse, mais elle n'était pas stupide. Si elle avait entendu ce qui s'était passé ce soir, elle ne laisserait pas passer ça. Le lendemain matin, nous avons habillé Léa pour l'école en silence, elle était plus calme que d'habitude, s'accrochant à moi comme si elle essayait de s'ancrer. Maman, a-t-elle chuchoté pendant que je lassais ses chaussures, est-ce que mamie a dit ça parce que je ne ressemble pas à papa? Ma gorge s'est serrée. Non, chérie, ai-je dit, elle a dit ça parce qu'elle a tort. Elle a hoché la tête lentement, mais je l'ai vue, la graine du doute plantée par des gens qui auraient dû la protéger. Nous l'avons déposée, puis nous avons conduit jusqu'à l'étude du notaire. J'ai eu les mains froides tout le long du trajet. Quand nous sommes entrés dans la salle de réunion, Solange était déjà là, assise plus droite que je ne l'avais jamais vue, les yeux brillants, les lèvres serrées comme une femme en mission. Le notaire s'est présenté, puis il a prononcé les mots qui m'ont fait tourner la tête. Madame Solange m'a demandé de mettre à jour ses dispositions testamentaires. Sébastien a cligné des yeux. À cause d'hier soir? Solange a hoché la tête sèchement. Je ne tolérerai pas ce qu'ils ont dit à cet enfant, pas une seconde. Elle a continué, la voix douce mais ferme, ils ont remis en question sa place dans cette famille, ils l'ont blessée et je ne permettrai pas à des gens comme ça d'hériter du travail de ma vie. Je la fixais, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le notaire a fait glisser un dossier sur la table. Madame Solange possède environ 3 millions d'euros d'actifs, a-t-il dit. Elle a choisi de placer cette somme dans des contrats d'assurance vie. Mon souffle s'est coupé. Un contrat désigne Sébastien comme bénéficiaire, a-t-il dit, l'autre désigne Léa. Je me sentais étourdie. Et il a ajouté,
La maison dans laquelle vos beaux-parents vivent actuellement appartient légalement à Madame Solange. Elle a décidé d'inclure cette propriété dans les dispositions également. La mâchoire de Sébastien est tombée. Oh waouh! Oui, a dit Solange, les yeux flamboyants, ils n'hériteront pas d'un seul centime. Je suis restée assise là, stupéfaite, incapable de parler. Solange a cherché ma main, toi et cette petite fille avez été les seuls à me rendre visite, à m'aider, à montrer de la gentillesse. Je donne mes économies aux gens qui le méritent. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser, mon cœur martelait comme s'il essayait de sortir de ma poitrine. Nous sommes rentrés chez nous dans un silence stupéfait, chacun de nous essayant de traiter ce qui venait de se passer. Nous avions à peine franchi notre porte d'entrée que mon téléphone s'est allumé comme une alarme incendie, un appel de Chantal, puis Gérard, puis Sandrine, tous à la suite. Sébastien a décroché et les hurlements ont commencé. Ce n'était pas juste de la colère, c'était de la panique, une vraie panique, une panique motivée par l'argent et la perte de la maison. Il n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Après l'explosion d'une famille, il y a toujours une période où tout semble instable, comme si vous attendiez la suite. Pour nous, cela a duré 3 jours. 3 jours où Chantal et Gérard ont appelé sans arrêt, alternant entre gémissements, cris, culpabilisation et le classique « nous avons été mal compris ». 3 jours où Sébastien regardait son téléphone comme s'il était contaminé par une stupidité radioactive avant de bloquer un autre numéro. 3 jours où Sandrine lui envoyait des paragraphes qui ressemblaient à des pages rejetées d'un scénario de feuilleton télévisé. 3 jours où Léa devenait plus silencieuse chaque fois qu'elle entendait une notification de messagerie vocale. Le 3e soir, j'en ai eu assez. Pas énervé, mais calme et résolu, le genre de moment où votre âme devient immobile. Je me suis assise à la table de la cuisine en regardant Sébastien s'écraser le front dans les paumes comme s'il essayait de repasser son cerveau. Seb, ai-je dit, je fais le test ADN. Sa tête s'est relevée d'un coup. Camille, non, tu n'as rien à prouver. Je sais. Je n'avais aucun doute, j'étais là évidemment. Mais j'ai besoin que ce soit réglé, ai-je dit, pour toujours. Et je veux les résultats par écrit pour que nous puissions les jeter à la figure de chacune de leurs accusations. Il a soupiré, vaincu. D'accord. Si ça t'aide à te sentir en contrôle, fais-le. Contrôle, drôle de mot, j'en avais manqué pendant des années quand il s'agissait de sa famille. Donc une fois les échantillons prélevés, j'ai scellé le kit moi-même et les déposé dans la boîte aux lettres le lendemain matin comme si j'envoyais une petite grenade. Et puis les choses ont pris une autre tournure. Je suis allée chercher Léa à l'école, elle n'était pas là, pas avec sa maîtresse, pas dans la cour de récréation, pas à l'intérieur du bâtiment. La secrétaire a levé les yeux de son bureau avec un sourire crispé. « Oh, vos beaux-parents sont venus la chercher aujourd'hui. » Mon estomac s'est transformé en glace. « Mais quoi ? » Les parents de votre mari, a-t-elle dit joyeusement, ils sont toujours sur la liste des personnes autorisées. J'avais oublié cette liste, celle que nous avions remplie quand Léa a commencé l'école, à l'époque où la pire chose que Chantal ait jamais dite était que mon gratin était un peu conventionnel. J'ai appelé Sébastien. Pas de bonjour, pas de banalité. Ils l'ont prise. Quoi ? Sa voix s'est brisée avec une sorte de rage que j'avais rarement entendue. Tes parents sont venus la chercher. J'y vais. J'arrive tout de suite. Je n'ai pas attendu, j'ai conduit. Leur porte d'entrée s'est ouverte comme s'ils m'attendaient. Camille, a dit Chantal, souriant de tout son visage pour la première fois depuis probablement 6 ans, entre. Tu vas adorer ce qu'on a fait. Je suis entrée à l'intérieur, on aurait dit que le rayon jouet de la grande récré avait explosé. Des poupées neuves, une trottinette, 2 sacs d'une boutique pour enfants haut de gamme, même un petit trampoline d'intérieur installé dans leur salon. Et il y avait Léa assise sur le canapé, nerveuse, petite, tenant une licorne en peluche géante comme un bouclier. Maman, a-t-elle dit doucement. Il n'arrêtait pas de me donner des choses. J'ai regardé Gérard. Nous voulons juste nous assurer que notre petite fille est heureuse, a-t-il dit avec un large sourire, faux et fier. Nous l'aimons tellement. Mon humour noir s'est activé comme un mécanisme de défense. Oh, c'est nouveau. Chantal a fait un bruit désapprobateur, ne sois pas dramatique, Camille.
Nous l'avons toujours aimé. Nous le montrons juste plus. C'est ça. Le montrer plus parce que les gens montrent toujours de l'amour juste après avoir été déshérités de 3 millions d'euros. Puis Chantal s'est accroupie devant Léa et lui a pris le menton. Tu diras à ton arrière-grand-mère à quel point tu aimes ces cadeaux, n'est-ce pas? Elle a besoin de savoir qui tient vraiment à toi. Ma vision s'est brouillée. Pendant une seconde, je ne savais pas si j'allais m'évanouir ou commettre un crime. Heureusement, Sébastien est arrivé avant que l'un ou l'autre ne puisse se produire. Qu'est-ce que vous foutez? A-t-il claqué dès qu'il a mis un pied à l'intérieur. Gérard s'est redressé, nous créons des liens avec notre petite fille. Vous l'avez enlevée de l'école. Nous sommes allés la chercher, a corrigé Chantal, parce que vous deux avez été déraisonnables. Je n'ai rien dit, j'étais au-delà des mots, au-delà de la colère. Ma fureur avait évolué en quelque chose de froid et dur comme le diamant. Léa, ai-je dit, va chercher ton sac à dos. On part. Elle n'a pas hésité. Le visage de Chantal s'est tordu, tu ne pars pas sans prendre ses cadeaux. Ils sont pour elle. Nous n'en voulons pas, a dit Sébastien. Tu ne sais pas ce qu'elle veut, a hurlé Gérard. Léa s'est mise derrière ma jambe, je veux rentrer à la maison. C'était ça, le moment où le charme s'est rompu, nous sommes sortis. Chantal a hurlé derrière nous, ce n'est pas fini, ce qui historiquement est ce que les gens disent juste avant que ça ne le soit vraiment. Sur le trajet du retour, Léa était calme, puis elle a dit quelque chose qui a fait se replier mon cœur sur lui-même. Maman, pourquoi ils ne m'aiment que quand ils veulent quelque chose? 8 ans. 8 ans. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à formuler cette phrase. J'ai tenu sa main, ils ne savent pas ce qu'est l'amour, ma puce. Mais nous, on sait. Elle a hoché la tête lentement, mais ses yeux étaient pleins de nuages d'orage. Ce soir-là, Sébastien et moi avons rédigé une mise en demeure avec l'aide d'un ami avocat. Nous avons retiré Chantal et Gérard des listes de contacts de l'école, bloqué tous les numéros, fermé la porte à double tour. Puis nous l'avons dit à Solange. Elle est restée silencieuse, puis furieuse, puis déterminée. J'en ai fini, a-t-elle dit. Ils n'auront plus l'occasion de me manipuler ou de manipuler cet enfant. Le lendemain matin, elle a revu son notaire. L'après-midi, tout était finalisé. Ces dispositions sont devenues irrévocables, la maison, les économies, chaque actif qu'elle possédait, moitié pour Sébastien, moitié pour Léa. Pas d'échappatoire, pas de changement, pas de chance pour Chantal ou Gérard de revenir en grâce. Quand la paperasse a été terminée, Solange m'a appelée elle-même. Vous êtes ma famille, a-t-elle dit. Eux ne le sont pas. J'ai pleuré après avoir raccroché, fort, pas à cause de l'argent, mais parce que quelqu'un nous avait enfin choisis. 2 jours plus tard, les résultats ADN sont arrivés, une correspondance claire comme de l'eau de roche, la fille de Sébastien, exactement ce à quoi nous nous attendions. Nous avons imprimé le rapport, l'avons joint à la mise en demeure et avons envoyé des copies à Chantal et Gérard. Quelques heures plus tard, le téléphone de mon mari a sonné, numéro masqué. Il n'a pas répondu. Un message vocal est arrivé quand même. C'était Chantal qui sanglotait, suppliait, désespérée, exactement le bruit que font les gens quand tout ce qu'ils ont essayé de détruire s'avère indestructible. Je n'ai pas crié, j'ai juste écouté. Et enfin, je me suis sentie libre. Cela fait 3 mois, et les retombées ont été spectaculaires. Chantal et Gérard ont déménagé de leur maison la semaine même où les papiers de la succession sont devenus officiels. Voir le camion de déménagement dans leur allée, c'était comme regarder un chapitre se clore de lui-même. Ils ont tenté un dernier message vocal rempli de culpabilité, mais nous n'avons pas répondu. Nous avions déjà tourné la page. Léa dort mieux maintenant, Sébastien sourit plus, et Solange s'épanouit avec la paix qu'elle aurait dû avoir il y a des années. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Solange a bien fait de déshériter sa propre fille, ou est-elle allée trop loin?